Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le studio de Comme toujours, vous le savez, c'est une émission qui est toute consacrée au patrimoine vivant, le patrimoine immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va aborder un sujet qui est vieux comme les robes, puisqu'on va parler d'habillement, de vêtements, et on reçoit Marc Nécan qui est notre invité. Sauriez-vous par bonheur où habite le tailleur? Le tailleur est ici, mais son fils est ailleurs. Et son fils qui est ailleurs... Notre invité, Marc Nécan, est né un crayon dans une main, une gomme dans l'autre. Il a des ciseaux dans l'œil, des fils entre les doigts. Il attrape le monde dans ses toiles, toujours sur son 31. C'est un travailleur de l'hermine, un fatigable travailleur, il faut le voir. Les jours de printemps, il va au taf et au taffetas en vestra, se perd dans les triangles des Bermudas, traverse les magasins réunis. Oh, nul stress, mais du stretch. Il s'écharpe, il crochette, il drape, il plisse, toute griffe dehors. Il fait gancer les chemises. Pour lui, toutes les années sont bitextiles. La mode est un marché de jupes. Oh, on lui fait pas, il connaît son métier à tisser sur le bout des doigts. Si d'aucuns se fichent du tiers comme du quart, lui, il ne se moque ni de la jarretière ni du cardigan. Tissu de bonne famille, il a le tracé racé, fait des plans sur la collerette, se joue des arrondis et du candidaton. Il carbure à la courbure, soigne les lignes, toujours à la croisée des chemises. Qu'importe ses concurrents, avec qui il a maille à rester. Faut dire que c'est un franc du collier qui met la mode à sac, crie aux sandales, joue à saut de bouton, part au galon, se roule dans la fange ou dans le satin mondain. Aucun doute, cet homme est complètement cintré. On pourrait même parler de troubles mentaux chez cet homme-là. Troubles porte-manteau, allez savoir. Allez, en quoi consiste ce métier de l'habillement? Quelle qualité pour travailler dans le vêtement? Comment est-il devenu, exerce-t-il cette profession? Voilà, autant de questions que nous allons lui poser. Eh bien, Marc... écoutez, je vous remercie de m'avoir invité. Vous venez de me tailler un très joli costume. Bon, tant mieux. Ça, je peux dire, j'ai jamais entendu de tels propos à mon sujet. Merci beaucoup, Marc, en tout cas d'être venu nous rencontrer dans le studio de Comme toujours. Permettez-moi de vous présenter aussi nos deux jeunes vieux comme les robes, nos deux Jean-Pierre, nos Jean-Pierre précieux. Jean-Pierre Précieux, oui. Alors, en plus, ça me touche parce que mon grand-père était tailleur d'habits. Mon père était tailleur d'habits au Fenouillet, en confection. Comme moi. Oui, comme vous. Mon grand-père était tailleur à Paris. Voilà, Fulbert Pouvreau avait sa boutique. Il taillait les habits de communion, d'enterrement, et de mariage, bien sûr, tout ce qui était festif. Il faut dire que tu es toujours bien habillé. Ouais, toujours sur son... Forcément. Sur Télévendée, vraiment, il y a longtemps que je voulais vous poser la question. Oui, mais quel est votre tailleur? Il y a un lien de cause à effet. On voit que toujours sur son 31, il est issu de bonne famille. Bon alors, vous allez nous mettre quoi au programme, Jean-Pierre Pouvreau? Mais là, il a fait le gâteau de l'Anaï. Le gâteau, c'est un gâteau qui pouvait se conserver normalement pratiquement 6 à 8 mois. Voilà. C'est un gâteau qu'on mangeait tout l'hiver. D'accord. Donc c'est un gâteau s'il est enveloppé dans un beau linge. Dans du beau linge, et puis il fallait garder dans un endroit sombre et aéré. Voilà. Dans la garde-robe. Dans la garde-robe. Un passionné accord et acrylique des trésors de l'humanité, des trésors de collectage. C'est Jean-Pierre Bertrand d'Art Expo. Sur l'habillement, les vêtements, vous avez matière? Oui, parce que c'est quand même une activité qui, dans chaque commune, avait une importance. Et je dois même dire qu'on sous-estime le nombre de personnes qui ont été formées à la couture. Quasiment dans toutes les familles, une famille où il y a plusieurs filles, il y en avait une qui était couturière. Et les tailleurs d'habits, il y en avait dans au moins 2 ou 3 ou 4 par commune, chef-lieu de canton. Et dans les petites communes, il y en avait aussi. C'était énorme le nombre de gens. Par contre, effectivement, les vêtements, c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui. On n'allait pas dans une boutique acheter les vêtements. On faisait les vêtements chez soi ou chez le tailleur. Je vois que ça fait réagir Marc. Oui, tout à fait, parce que dans les années 50-60, je viens de retéléphoner pour avoir les chiffres, on comptait en France entre 5 000 et 6 000 tailleurs. D'accord. Aujourd'hui,
dans l'esprit de ce que fait Monsieur Zampino, Oui. que j'ai découvert sur votre Sur la chaîne télévision, Ouais, dans les sur passionnés. votre chaîne, dans Les Passionnés, il y a 2 ans et demi, et ce qui m'a permis d'aller le rencontrer et de travailler main dans la main avec lui depuis, pour essayer de lui trouver, je vous le dirais, un successeur. Eh bien, il ne serait plus qu'une vingtaine en Une France. vingtaine. C'est donc un métier en péril. Oui, sûrement. J'ai écrit au ministère de la Culture, puisqu'en fait, c'est un métier maintenant dit un métier d'art, Un métier d'art, oui. Ouais. qui dépend un petit peu du ministère de la Culture. Et l'autre jour, je téléphone donc à l'Institut national des métiers d'art, j'expose à la dame mes propos, la raison pour laquelle je l'appelais, je lui dis, mais madame, j'essaye d'aider un maître tailleur, je dis tout de suite, un maître tailleur de pierre. Non, de vêtements. De vêtements. Ouais. Ah bon, c'est je dire, jure c'est- que- c'est révélateur. Oui, c'était très révélateur. Ah, très bien, très bonne idée. Bon, on est resté, elle m'a envoyé des listes d'adresses, tout ça, mais depuis 2 ans et demi, donc depuis que j'ai vu M. Zampino sur votre écran, je tire des tas de sonnettes, tout le monde me dit c'est formidable ce que vous voulez faire, c'est Mais- génial, Ouais. mais Mais. on n'aboutit pas au bout du bout de la reprise. Lui, il souhaite, c'est de transmettre son quoi. savoir-faire. Et son petit atelier qui est à Beauvoir. Et il faut savoir que pour former un tailleur au métier de vraiment tailleur en grande mesure, parce que là, je vais vous faire un petit speech, Ah oui, ça oui. j'y tiens, Volontiers. sur ce qui se passe aujourd'hui Ah ben, dans volontiers. le métier du costume pour homme. Et il se passe quoi? Ah ben, vous voyez aujourd'hui des tas de boutiques qui vous Oui. mettent costume sur mesure. Oui. Et c'est pas vrai? Mais c'est pas du sur-mesure. Oui, si, c'est du sur-mesure. On vous prend vos mesures, on rentre vos mesures dans un ordinateur, on transmet ça dans un atelier qui peut être au Portugal, en Roumanie ou ailleurs. Ce que faisait Vestra. Vestra était, à l'époque où j'y étais, le leader européen de la découpe unitaire au laser. D'accord. C'est-à-dire qu'on avait lancé une marque qui s'appelait Accent à l'époque et qui était justement de la demi-mesure ou mesure industrielle. À savoir, moi-même, j'ai pris des mesures, j'ai habillé des gens. Hein, ça, je peux dire, j'ai habillé l'équipe de France de basket à l'époque. Ok. J'ai habillé, ah ben oui, les géants, on ne peut pas les mettre en prêt-à-porter. oui, hein. oui. J'ai habillé des tas de gens comme ça. Qu'est-ce que je faisais? Je prenais, où on avait des modèles témoins, vous voyez, des prototypes, à peu près dans les tailles, on rentrait, ah bon, alors il fait un 52 de poitrine, très bien, 52, on prenait la longueur des manches, on mettait la longueur des manches, et puis effectivement, le monsieur il recevait quelque chose, mais fait découper à l'unité au laser, contrairement au prêt-à-porter où vous avez des matelas de tissu épais de, je sais plus, 20-30 épaisseurs, donc on coupe à la scie. Là, vous avez un Très rayon précis. laser Ouais. qui reprend les mensurations, les petites Très altérations que vous Ouais. avez prises sur la personne et qui vous fournit un produit propre. Ouais. Mais ça n'a rien à voir avec le travail de ce que fait M. Zampino, par exemple, ou quelques autres, qui, là, va vous faire les points, va vous faire d'abord des prises de mesure au corps, un entoilage millimétré, ensuite va vous faire des 3 à 4 essayages durant la D'accord. fabrication. Ouais, ouais. Costume comme ça prend 60 à 80 heures. Ah oui. Ouais. Donc ça a un coût. Ouais. Effectivement. Et ça a surtout une technicité. Quand je vois Tony, là, dans son atelier encore aujourd'hui, vous coudre, vous faire des points pour l'entoilage, tout ça, des points invisibles. Ça prend un temps fou. Oui, forcément. Hein, c'est merveilleux ce qu'il fait. Mais ils ne sont plus qu'une vingtaine. Et ils ont tous du travail. C'est fou. J'en ai appelé au moins une dizaine. Sur les 20 qui existent, Ouais. je suis en contact depuis 2 ans maintenant pour poser des questions. Alors la plupart ne sont pas très jeunes. Ils sont même en passe de me dire il faudrait bien qu'on pense à notre C'est urgent, suite. ouais, ouais. C'est une opération là, que je lance depuis 2 ans. Ouais. Très urgent. Monsieur Zampino, je lui dis honnêtement, dans 3 ans, 4 ans, il ne pourra plus donner des formations. Allez, Ouais, on c'est est au bout maintenant du que ça bout. se transmet, c'est maintenant. Et il n'y a pas d'école spécialisée. J'ai appelé le lycée de Cholet, le lycée de la mode de Cholet Ouais. quand même. Je me disais là, ils Et y vont a bien pas me de trouver formation, un... Non. J'ai eu, au mois de février, un jeune homme qui est venu de la région parisienne qui passait son CAP de tailleur à l'Institut français de la mode. Très bel organisme que je connais bien. Mais qui est financé, en fait, tous ces organismes, toutes ces écoles sont financées par la haute couture, soi-disant haute couture. couture. Alors, qu'est-ce qu'on C'est-à-dire, entend je ne vais par pas vous haute dire, couture je veux pas vous citer de marque marques, là, ouais. mais les marques du luxe. Ouais. Vous savez qu'elles ont le vent en poupe. C'est elles qui rapportent le plus d'argent dans les caisses de l'État aujourd'hui, après Oui. l'aviation. Et donc,
ces gens-là, on recrute en ce moment. Il y a un recrutement, contrairement à ce qu'on pense, depuis 3-4 ans, là, et les ateliers de la région sont pour beaucoup en recherche de jeunes, mais que l'on forme pour finalement travailler en usine, en atelier, avec un savoir-faire et de la main, une main quand même très fine, très pour fine, faire très précise. soi-disant du produit de luxe. Mais Tony, quand il voit les produits, il répare des fois des produits de grandes marques. Je ne vais pas encore les citer, là, il m'en a encore montré vendredi dernier. Quand j'aurais presque honte pour la marque. Et dans la matière qui est employée pour ce pantalon, des pantalons à vendre 800 €. Hein. Oui, quand même. Pas du petit pantalon à 150 €. Là, quand je vous parle de pantalons que j'ai vus, j'ai vérifié, c'est des pantalons entre 800 et 1200, 1500 €. Bah, écoutez, Monsieur Zampino, il vous fait à ce prix-là un pantalon plus fini, plus fin, plus beau que cela. Mais personne ne connaît Tony Zampino, voilà. Il s'en veut d'ailleurs, parce que c'est un homme truculent. Pour recevra. C'est un homme truculent. On le fera venir. Voilà, je vous laisserai le découvrir parce que il mérite le détour. Hein. Il a appris, lui, il n'a fait que ça depuis l'âge de 8 ans. Mais comment on en arrive là? Comment on arrive à cette il est certain, ce besoin, cette il est urgence. certain qu'un costume de ce type coûte au minimum 4 000, 5 000 €. Que tout le monde ne peut pas s'offrir. Tout le monde ne peut pas s'offrir ça. Peut pas s'offrir. Cela dit, si vous prenez le même dans les quelques grandes marques qu'il y a, c'est que 8 000, 10 000 €. Hein, à Paris, vous n'avez pas payé le même prix qu'à Beauvoir. Mais vous aurez une marque plus prestigieuse, tout ça, mais vous n'aurez pas forcément qualitativement quelque chose de supérieur. Donc, ces gens-là font des choses remarquables. Allez, ceux que je connais, il y en a un sur Angers qui est remarquable aussi. Ces gens-là font des produits vraiment hors pair. Il y a une clientèle. Il y a une clientèle. Là, je posais la question au mois de mai. L'atelier, cette personne qui travaille, ils travaillent seuls, hein, tous, des fois avec leur femme derrière, qui découd des trucs, qui recoue un petit truc. Travaille au mois de mai. Il me dit, je suis complet jusqu'au mois d'août. Sont des artisans, sont des artisans, artistes d'art. Parce qu'ils vous aident à choisir le tissu. Il y a du conseil. Il y a du conseil. Ils vous aident à choisir le tissu, à mettre quelle forme de bouton. Moi, je vous ferai le col un petit peu plus comme ça. Ça vous irait c'est bien. l'élégance. L'élégance à la française, dont a bénéficié depuis toutes les marques de luxe. Il n'y aurait pas eu des Pierre Cardin dans les années 50-60, des Smalto, tout ça. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, M. Arnault, le luxe à la française n'aurait peut-être pas explosé comme ils ont réussi à le faire. Bravo, c'est un travail de marketing, là. Hein. Oui, c'est un plus autre qu'autre travail. chose. C'est un autre travail. C'est un autre travail. Dans le même temps, il faut reconnaître que le costume a chuté, là, au cours des 10 dernières années, la vente des costumes en magasin a chuté de 50%. Oui. Les effets de mode, Non, la société en elle-même, là c'est un problème sociétal, je ne veux pas rentrer, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas... En tout cas, mais il faut reconnaître, c'est très intéressant. Bon, vous voyez bien, nous-mêmes, il y a quelques années, il y a 10 ans, on serait tous en costume cravate, là, autour de trucs. Aujourd'hui, moi-même, je n'ai pas mis la cravate, pas acheté une cravate. Il y a notre ami Jean-Pierre qui est toujours... Oui, heureusement que nous avons Jean-Pierre. Merci beaucoup. Et... Non, mais je me sens agressé. Il enlève. T'as pas à l'être, c'est une question de sens. Non. Je vais continuer, j'abandonne le plateau. D'accord, mais il fallait pas qu'on vous vexe comme ça. On va continuer sur Jean-Pierre. À mon avis, c'est la transformation, la métamorphose. Il nous quitte, il va bien revenir. Les avocats, les médecins, tout ça, vous reçoivent en polo. Voilà. Donc, il y a eu dans la société... alors je ne vais pas appeler ça une dégradation, moi-même je suis les 3/4 du temps en Bermuda. Oh, qu'il est chic cet homme. Oh, quelle est belle cette veste. L'art d'accommoder les vestes. Voilà, c'est vrai, mais pardon. Excusez-moi. T'as un bouton que tu vas perdre. L'œil de Jean-Pierre. Donc on en est là. On en est là. Je vous propose une petite pause. On va passer à Jean-Pierre Pouvreau qui va nous dévoiler une recette de cuisine, toujours sur son 31. On passe à table. Je suis sur mon 31 oui. Et je vais vous donner une recette ultra rustique. Ah, très bien. Pour que les deux extrêmes se comprennent. D'accord. Voilà. Et une anecdote sur mon arrière-grand-père, mon grand-père était tailleur et mon père était tailleur, et il me disait que le plus compliqué dans un costume à faire, c'est le petit gilet. Oui.
Ah, c'est le petit Il gilet. y avait des giletières. Mon père Voilà. employait à domicile des dames qu'on appelait, il emmenait des giletières. Oui. Et il n'y a plus d'école de giletières Non. aujourd'hui. Hein. C'est là que même au niveau national, là, je suis toujours en contact avec le secrétaire général d'une fédération qui n'existe plus, parce que là aussi, ils sont tous partis. oui. Et il me disait, mais dans un premier temps, il faudrait qu'on reconstitue, au travers peut-être d'une école hors contrat, des stages de formation pour Bien sûr. des appiaisseurs. Ils sont tous à la recherche d'appiaisseurs, giletières, pantalonnières. Ce sont les trois C'est vrai. trucs où on pourrait reformer des gens, des jeunes, au départ, hein, on cherche des petits jeunes qui apprennent, qui n'ont pas besoin, Non. qui ne veulent pas suivre des études Oui, compliquées, pas mais forcément besoin d'un bagage. il faut savoir qu'il faut quand même avoir des doigts fins. J'imagine, des faut qualités avoir de précision, voilà, de il faut rigueur, avoir- de voilà. patience. Voilà. Ouais. Et il avait un petit gilet écossais. Et une fois terminé, les poches qu'il avait en bas, les rayures est tombées pile poil en face des poches. Et ça, c'est de l'art. Hein. On parlait de que c'est un métier C'est un travail de d'artiste. précision. De précision. Et c'était, voilà. Voilà pour l'anecdote. Bon, je vais être rapide sur ma recette, hein, parce que je veux pas... Alors donc, c'est un gâteau qui peut se conserver toute l'année. Bon alors, dedans, on met des raisins secs, du citron confit, du gingembre, vous avez toutes les proportions. Hein. Les raisins secs de Corinthe, de l'abricot sec, qu'on met à tremper dans de l'alcool ou de l'eau de vie, si vous en avez. Voilà. Ou du rhum. Ah, c'est encore meilleur avec du Donne rhum. du rhum à ton C'est homme. encore meilleur Une avec... fille dominicaine, alors du rhum, j'en reçois bah régulièrement. alors, Voilà. là, il faut pas- La il faut bonne pas adresse. hésiter. Bon, vous mettez 250 grammes de farine, une cuillerée à café de noix, de noix de muscade rase pour fêter. Vous mettez du beurre de Narmoutier, 250 grammes, et puis du sucre roux, de la cassonade, 220 grammes. 6 à 8 œufs, vous montez les blancs en neige, et puis vous mélangez tout ça en rajoutant une cuillerée de bicarbonate de soude pour un petit peu faire aérer un petit peu le bateau, le gâteau, et au besoin le jus d'une orange ou de 2 oranges, suivant. Alors là encore, c'est une question de dextérité. Une fois qu'on est habitué à faire le gâteau, il faut tester et on adapte suivant ses goûts, quoi. Voilà. Une fois que les fruits qui ont macéré pendant 2 ou 3 jours, ils sont dans le gâteau. Voilà. Alors donc vous mettez ça à cuire dans un four à 170-180 degrés, dans un moule beurré et puis fariné après. Voilà. Et la cuisson est très importante, donc il faut mettre une plaque d'eau dans le fond du four de façon à nourrir un petit peu en vapeur le gâteau si vous n'avez pas de four. Voilà, donc c'est un gâteau qui, une fois qu'il est bien cuit, c'est pour les sportifs, c'est pour ceux qui veulent oublié de manger. Hein, c'est pas un gâteau obligatoirement à prendre. C'est un coupe-faim. Ouais. Voilà. Qui peut Mais- se manger à tout moment. Voilà, mais vous l'avez sous la main, vous le gardez, et puis vous en profitez, pas en permanence, mais pas loin. Voilà. Et ça s'appelle Le gâteau de l'année. le gâteau de la naille. Le gâteau de l'année. C'est Bon. c'est un gâteau qui sert en coupe-faim. En coupe-faim, d'accord. en ce qu'on veut, voilà. Gâteau de voyage. C'est ouais, c'est un gâteau de voyage. Je suis Oui. pas loin de chez moi, là, Oui. Château d'Olonne, il y a un Oui. spécialiste. Oui, bon, mais c'est ce genre de gâteau. Alors, j'ai les détails avec, il y a 380 grammes de raisin de Corinthe, 140 grammes de citron. On confit. retrouvera ça. Oui, de vous toute retrouverez façon. ça. Hein. En tout cas, il y a des similitudes parce que vous dites faut goûter, faut un peu comme le Bien, tailleur, oui. faut y retourner. C'est Oui. un art aussi Bien sûr. du sensible, du Du beau. sensible, qui est le rapport humain qui est présent. Ouais. Un gâteau de voyage, parce que les voyages, ça vous connaît. Vous avez beaucoup voyagé, en tout cas sur aller voir des magasins, Ah oui, la France, je la La connais France, bien. vous l'avez. Oui. J'ai eu la chance, en fait, c'est de faire toute ma carrière professionnelle quasiment au sein du monde de l'habillement. Ouais. Mais en tant que responsable d'achat d'une petite centrale d'achat de grands magasins, à l'époque, dans les années 70-80, nous achetions à 80% dans des entreprises basées en France, Françaises. avec les ateliers en France. Vous Les n'alliez pas chemises. en Chine. Ah bah non, la Chine, je me souviens d'une petite anecdote. Le Ouais. premier acheteur grand magasin à l'époque qui est parti voir ce qui se passait en Chine, c'était dans les années 78-79. Ok, d'accord. Il était revenu avec des pyjamas pour un grand magasin parisien. Et tout le monde rigolait dans le métier parce que les pyjamas étaient arrivés avec des manches trop courtes ou je sais plus quoi. Il D'accord, avait dû les c'était- balancer. C'était la première fois. Ouais. Ça, c'était jeudi 76-77. Que de progrès chez eux depuis. Hein. Ils ont effectivement... Mais la production était française. moi, je exclusivement. peux vous faire, malheureusement, je le Ouais. dis souvent à des amis,
Je suis malheureusement probablement l'un des grands nécrologues C'est vrai. de l'industrie de l'habillement, parce que j'allais à Rouen pour les chemises, à Rouen, à Fourmi, les industries, c'était toujours des entreprises de 300, 400 personnes. Fourmi dans le Nord pour les chemises, à Rouen, il y avait 2-3 grosses entreprises. À Troyes, à Roanne, pour tout ce qui touchait la bonneterie, c'était passionnant d'aller voir tous ces ateliers, tous ces gens qui travaillaient. Plutôt dans de bonnes conditions. Moi, j'ai fini ma carrière avec un atelier de pantalons, responsable commercial d'un atelier de pantalons à C dans l'Orne. D'accord. Fabriquait les pantalons de la police nationale, de la gendarmerie. Okay. C'était en 2000, ça. Dans l'Orne. Jusqu'au jour où le ministère de l'Intérieur nous a dit, monsieur, débrouillez-vous, faites-nous des pantalons un peu moins chers, parce qu'on ne veut plus mettre le prix français. On a été faire des pantalons au Portugal, on les faisait rentrer transvasés par C. On a commencé à liquider du monde, on était 45, et en 2001, on a mis la clé sous la porte, et tous les pantalons étaient faits pour les policiers, les gendarmes. D'abord, on est au Portugal, je ne sais pas d'où ils viennent maintenant, mais voilà, ça a été le laminoir. Mais la Vendée a subi ça. Ah bah justement. Ouais. Bah oui, moi je venais souvent en Vendée, je vous dis, pour l'enfant, chez Albert, Salmon, au coin des Herbiers, là, tout le coin, Choletais, Herbiers. Pour la chaussure aussi, Euratlantique à la Véry. Oui. Mon brave ami qui est décédé là au mois de décembre, qui est mon voisin à Talmont, depuis 40 ans, il était mon voisin, sa femme était piqueuse chez Euratlantique à la Véry. Ouais. Très belle usine de chaussures pour enfants notamment. Nous, dans les grands magasins, on faisait nos rentrées des classes avec les chaussures qu'on allait chez Euratlantique. Je me souviens une année d'une colère noire que j'avais dû prendre contre la patronne, Madame Vigneron, vous voyez, j'ai encore en mémoire. Parce que les chaussures n'étaient pas arrivées à date pour la rentrée des classes. J'étais foudra. Ça s'est arrangé. Donc, et mon ami Joseph, lui, était le chef de la logistique de chez Euratlantique à l'époque. Jean-Pierre Bertrand, vous avez peut-être justement à ce propos des archives sur cette thématique. On va passer à votre chronique de bouche à oreille. Oui, moi je vais parler d'un temps où l'industrie n'existait quasiment pas, où on en était encore qu'à l'artisanat, c'est-à-dire avant la guerre. Parce que ce développement-là, c'est de l'après-guerre. Tout à fait. Alors, je vais avoir deux témoignages. Le premier, c'est un tailleur tailleur. C'est la situation que la population faisait entre un tailleur et un couturier. Donc on va entendre cette information qui nous vient de Gabriel Cotreau, qui est de Pouzauges. Alors on est avant la guerre. On écoute. Qui un beau jour, un représentant qui me connaissait, qui m'a vu naître, conseiller qui passe chez mon père, a pris contact en me faisant une proposition qu'il était passé en Vendée chez un tailleur qui avait l'intention de céder sous les 2 ou 3 ans. Mais il ne veut pas céder tout de suite parce qu'il veut savoir à qui il cède et en même temps celui qui prendra, qu'il sache ce qu'il prend et ce qu'il faut faire, qu'il connaisse. Alors il dit, je pensais à toi, est-ce que ça t'intéresse? Je lui dis oui. Je dis où ça? La Roche-sur-Yon. Je dis la Roche-sur-Yon, c'est la préfecture de la Vendée, oui. Connais pas beaucoup. Et j'ai pris contact avec mon prédécesseur, ça a marché. Et le 1er septembre 1937, j'ai débarqué à La Roche-sur-Yon. On voit les photos effectivement, vous parliez d'artisanat. Oui. Et là, j'ai inversé. C'est moi qui voilà. En fait, c'était Monsieur Yves Barra de La Roche-sur-Yon qui, en 1940, reprenait un atelier de tailleur. Et là, on va écouter. Là, maintenant, on va entendre Gabriel Cotreau de Pouzauges, qui va nous parler donc de tailleur d'habits, la différence entre le tailleur et la couturière. On écoute. Le marié allait chez le tailleur, en général avec sa mère, et puis voir même avec la fiancée, pour choisir. C'était toujours du noir, et puis une cravate noire aussi, ou alors un nœud papillon. Mais il fallait un col à coin cassé pour... La mariée allait choisir sa robe. C'était le marié qui payait, toujours, le pauvre vieux marié. Il payait la robe. Il payait les robes, parce qu'il y en avait une pour le jour, puis une pour le lendemain. Et souvent, la robe du lendemain coûtait bien plus cher que la robe du jour. Alors, quand la robe était faite, eh bien, le marié était invité à aller voir l'essayage.
c'était encore une mise en scène. Eh oui, l'essayage, oui. Effectivement. Merci beaucoup Jean-Pierre. C'est déjà la fin de notre émission. Ça passe vite. Hein. On aurait tellement... J'imagine qu'on aurait pu faire 10 émissions, tant vous avez des anecdotes. En tout cas, s'il y a bien quelque chose à retenir, c'est cette urgence à transmettre un savoir-faire. Ça, c'est ça. Moi, là, je me dis, c'est une affaire de 2-3 ans. Ouais. Pas plus. Quand je vois Tony, lui, dans un an ou deux, je lui dis, là, j'espère qu'il va sortir de sa bronchite pas trop affaibli. Et puis je lui dis, bon, après, même pour expliquer à un jeune tout ça, je lui ai fait venir 2-3 jeunes d'école professionnelle de Paris. La première, là, c'était l'année dernière même. Et cette jeune fille est venue d'un lycée qui dit de tailleur pour hommes, lycée Poiré, où ma fille d'ailleurs avait passé un BTS de productique habillement, qui lui a pas servi à grand chose, elle est prof de yoga maintenant. Donc cette jeune fille est venue, elle lui montre quelques produits, quelques travaux qu'elle avait appris dans son établissement, mais il a démoli la gamine. Il dit, mais c'est nul ça, votre boutonnière, on ne fait pas une boutonnière comme ça, madame. J'avais ma compagne avec moi qui se rigolait, parce qu'elle aussi, elle a un peu du métier. Elle me dit, oui, c'est vrai, on leur apprend des trucs complètement... Mais il viendra nous en parler, en tout cas. J'espère bien, il attend que ça, parce que avec lui, vous restez 2 heures aussi. Hein. On prévoira le temps. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous parler de ce milieu de l'habillement et du vêtement. Voilà. Cette qui souffre terriblement en ce moment. terriblement. Ouais. Alors là, au niveau des boutiques aussi. Ouais. Hein, parce que ça, il faut le dire. Vous voyez des grandes chaînes qui sont en train de mettre la clé sous la porte. Il faut savoir qu'Internet pèse 15 à 20% aujourd'hui, que le marché de la seconde main qui vient d'arriver et déjà aussi explose. Explose. Donc pour les autres, il reste. Et ce qui est grave, c'est qu'il ne reste plus que le bas de gamme et le haut de gamme. Le milieu de gamme, qui correspondait justement au maximum de marques françaises, est en train d'être sabré, parce que les gens veulent un truc pas cher ou carrément un truc très cher. Entre les deux, c'est le milieu de gamme qui trinque. Merci beaucoup en tout cas pour ce... C'est enregistré, ça, si, c'est enregistré, c'est toujours enregistré. Ça, je souhaite, parce que j'ai mes amis de la FNH, tout ça, qui sont derrière vous. Merci beaucoup, et puis comme on a l'habitude de se dire, à toutes. À toutes.